Allez, bienvenue ici sur Thibaut Paki Pro. Je reçois un invité de marque aujourd'hui, une invitée de marque qui s'appelle Julie Tétard, basketteuse professionnelle du côté de Monaco, dans le sud de la France. Enfin, Monaco, la principauté de Monaco. Bonjour Julie. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. On a réussi à caler un rendez-vous entre ta muscu, tes entraînements et tes matchs. Voilà, je te remercie vraiment de nous consacrer ces minutes, Julie. Évidemment, tu es une personnalité maintenant dans le basket féminin en deuxième division, l'une des meilleures joueuses du championnat, meilleure marqueuse, l'une des meilleures marqueuses du championnat, meilleure rebondeuse surtout, et les évaluations, on n'en parle même pas. Julie, on va en parler dans quelques instants. Déjà, je te présente en quelques mots, tu as 33 ans, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Passionné de basket évidemment, originaire de Picardie. Exactement, Saint-Quentin. Saint-Quentin, un grand club, le SQBB, bon, qui est un petit peu en difficulté cette année, mais voilà, Cette année, c'est un peu compliqué malheureusement pour eux. c'est l'Aisne qui, en plus, c'est une vraie terre de basket, hein, pour le coup Tout là-bas. à fait, la Picardie, l'Aisne, le Nord en général, c'est Oui, une terre de basket, hein. Ça produit des grands et grandes basketteurs, basketteuses, hein. ouais, c'est vrai que entre le basket masculin et le basket féminin, on est plutôt gâté ici dans le nord de C'est la ça. France. On a eu bien sûr la grande époque de l'USVO, évidemment. On a eu Arras Pays d'Artois aussi qui a gagné la Coupe de France, qui a joué l'Euroleague. Et puis chez les garçons, bah, bien sûr, il y a le BCM, le Portel, le SQBB, Denain, C'est évidemment. ça. Donc Oui, c'est, c'est ça. on est Ah, il y a plutôt. du beau monde, Et hein. puis il y Il y a a du monde. Aulnois, bien sûr, en Ligue 2 de féminine. On va en parler, bien sûr, hein, la Ligue 2 féminine avec Aulnois Emery qui, voilà, l'année passée a eu des difficultés, mais qui, quelques années de ça, aurait pu monter en LFB. Donc voilà, c'est plutôt une belle équipe. Julie, on va évoquer avec toi ton parcours un peu. Déjà, tu évolues à Monaco, donc en Ligue 2 féminine, je le disais. Monaco qui a accédé à la Ligue 2 à l'intersaison dernière. Toi, tu es arrivé il y a 2 ans, c'est ça? Enfin, il y a un an et demi plutôt. Moi, c'est ça, un an et demi. Je suis arrivé en septembre dernier, donc septembre 2024. Moi, j'ai du mal avec les dates à chaque fois, là. Donc, vous avez accédé à la Ligue 2, hein, parce que la N1 est très compliquée, hein, c'est deux poules. Ouais, il faut être C'est ça, ouais. premier, il y a des Alors, barrages après. ouais, c'est ça. Nous, l'année dernière, vu qu'ils voulaient réformer la Ligue 2 et passer de 12 à 14, c'était les deux premières équipes qui montaient directement. Donc, tu n'avais pas le choix, quoi. Il y avait pas t'avais pas de play-off, il n'y a pas le droit à l'erreur. T'es première, c'est bien. T'es deuxième, bah, tant pis pour toi. Donc ça, Donc, c'est nous, on a eu la chance de pouvoir valider l'accession dès le 8 mars de l'année dernière. Donc, on a fait plutôt une belle saison l'année dernière, ouais. Ouais, ça s'était plutôt bien passé. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que le basket féminin et le sport féminin est en grosse difficulté. On échangera un petit peu là-dessus d'ailleurs, Julie, parce que je pense que c'est important d'avoir ton point de vue sur le sport féminin. On va parler de toi, Julie, parce que en fait, tu as une particularité. Tu es une joueuse transgenre. Tu évolues à ce niveau-là depuis. Tu as changé d'identité à l'âge de 30 ans, donc il y a 3 ans. C'est ça, j'ai fait mon CO en octobre 2021 et après bah, le temps de faire mon parcours de transition de ce que j'avais besoin de faire, et après bah, du coup j'ai repris le basket en septembre 2024. Et tu as ce besoin de parler de ce que tu vis parce que bon, tu as des statistiques assez exceptionnelles. Et pourquoi ce besoin de parler voilà, de ce que tu es? Parce que c'est vrai que c'est assez particulier voilà, d'être sportif de haut niveau transgenre. Pourquoi cette envie de parler? Pourquoi ça t'a envie de parler? Parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Alors je pourrais me taire, hein, rester dans le silence et répondre à personne, hein, ce serait tout à fait aussi compréhensible. Mais vu que c'est quelque chose de nouveau, on entend tout et son contraire. Et je prends la parole en fait, pour essayer d'expliquer le plus possible et à plus de personnes possible ce que c'est la transidentité et ce que fait la transidentité, le parcours de transition, la transition sur aussi bien le corps, mais aussi sur le côté psychologique, pression sociale et tout ce qui entoure la transidentité au final. Pour essayer de faire comprendre, pas forcément de faire changer d'avis, parce que je suis pas là pour faire changer les avis des personnes, mais essayer de faire comprendre et qu'au final on dise bah, c'est une femme comme les autres, c'est une personne comme les autres, et, euh, et c'est tout, quoi. Pas la rentrer dans une polémique qui n'a pas forcément lieu d'être. Parce que quand on connaît ce que fait la transidentité globale, je parle, euh, le nombre de personnes qui se voient, bah, finalement, on va la laisser tranquille, quoi. Ouais. Et c'est surtout pour
les générations à venir. Alors, on ne sera jamais 19 trans à jouer au basket dans la même équipe ou dans le même championnat. Ça, c'est un fantasme qui n'arrivera jamais. Mais si on a une ou deux qui arrivent dans les prochaines années, pardon, qu'elles soient un peu plus tranquilles, qu'elles ne prennent pas cette vague. Alors, il y a deux vagues, des vagues d'amour, mais il y a aussi la vague d'haine qui est assez présente quand même. Donc, essayer de diminuer ça le plus possible pour les personnes à venir. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu as changé d'identité donc à l'âge de 30 ans. Est-ce que tu as voulu tout de suite reprendre, le sport de haut niveau ou ça a été, justement ton processus a été, long, difficile ou, finalement tu as trouvé l'énergie, pour pouvoir, voilà refaire du basket? Parce que tu jouais, quand tu étais un garçon, tu jouais, au basket, hein, tu étais en niveau national 3, en l'équivalent? Prénat, ouais, prénat, on aurait pu s'arrêter sur prénat N3. J'ai fait quelques piges, des entraînements, des trucs comme ça, mais j'ai pas voulu aller plus haut. Non, pour moi, quand j'ai fait mon CO, clairement, le basket dans ma tête, c'était fini. Parce que j'ai vu, je voyais tout ce que la transidentité, et surtout la meuf trans dans le sport, pouvait prendre en termes de négativité, de méchanceté. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, le basket, c'est ma vie, clairement. C'est quelque chose qui a toujours été en moi et qui m'a aidé énormément dans toute ma vie. Et bah, aujourd'hui, je dois arrêter parce que c'est pas compatible. Être une meuf trans, être dans le sport, et encore plus dans le sport. Alors, le sport au niveau, j'y pense absolument pas. Ça n'a jamais été un objectif. Alors, ça n'a jamais été un objectif quand j'ai fait mon CO. Quand j'étais plus jeune et plus insouciante, on va dire que oui, je voulais jouer au basket à haut niveau parce que, bah, comme je viens de te dire, c'est ma vie. Mais quand j'ai fait mon CO, c'était non. En voyant ce qui se passait, j'ai fait au mieux, j'irais l'été sur les cities et ça va rester là. Mmh. Sauf que bah, quand tu es mordu de basket, quand tu es vraiment passionné, que c'est ta vie, bah, un an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, et là tu te dis, le cuir, il manque quand même, quoi. Mmh. Et quand il y a les JO à la télé, que ça se passe en France, qu'il y a du basket à tout bout de champ, de tous les côtés, tu te dis, bon, pourquoi pas le reprendre un peu? Et de là, j'ai voulu reprendre de base. Pour moi, dans ma tête, c'était de reprendre des parts, histoire de m'amuser, toucher un peu de ballon, puis courir le dimanche matin, un truc vraiment tranquille. Et de fil en aiguille, on m'a fait comprendre que bah non, c'était pas ma place d'être en département, que je devais jouer plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et de là, je me suis retrouvé à Monaco l'année dernière. Ouais, donc, avant Monaco, tu jouais où? T'as eu un club avant d'arriver à Monaco ou? Oui, oui, j'avais signé à Compiègne Ok. pour jouer en NF3. Alors, de base, enfin, j'avais voulu prendre en département. Département, on m'a dit, bah, non, tu vas t'ennuyer, ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt pour le club ni pour les joueuses. Va jouer plus haut. Du coup, plus haut, j'ai un ami qui avait un club qui m'a dit, bah, vas-y, viens dans mon club, donc à Compiègne, en N3. Et là, pareil, on fait, mais va pas là-bas. Reste pas là, va jouer plus haut. Et de là, je me suis retrouvé à Monaco. D'accord. Il y a eu beaucoup de propos envers ton profil. On va y revenir dans quelques instants. Déjà, pourquoi le basket? Ça aurait pu être un autre sport pour toi ou c'était Ah, ah. évident? Alors pourquoi le basket? Je t'avoue que c'est mes parents à l'époque. Moi, j'ai commencé le basket à l'âge de 5 ans, donc en baby basket. Et j'ai eu Greg, pas Greg Lambert, j'ai eu Joël Lambert, pardon. Ok. Donc le père, en fait, qui m'a appris le basket. Et pourquoi le basket? Alors je t'avoue que je sais pas. Mes parents, ils ont dit on va la mettre au basket et voilà. Et de là, j'ai accroché au basket toute mon adolescence, toute ma vie, en fait, hein. De vouloir faire un autre sport, franchement, Ouais, c'est de- parce que bon, ouais, c'est devenu une passion quoi pour toi. c'est devenu une passion et au-delà de ça, ça m'a énormément aidé dans ma vie. Donc, quand je dis que c'est ma vie, c'est vraiment à prendre au sens propre, quoi. C'est vraiment plus qu'une passion, ouais. En plus, le basket dans l'Aisne, c'est quand même, voilà, on parle d'un territoire vraiment, on en parlait en présentation tout à l'heure, c'est un territoire qui adore, enfin clairement, l'ambiance à Saint-Quentin chez les garçons, elle est exceptionnelle. Voilà, c'est. Ah oui, l'ambiance de basket dans la Picardie ou même le Nord, hein, en général, il y a des grosses, grosses ambiances quand c'est des derbies ou des matchs de coupe, ne serait-ce que des quarts de finale. Il y a toujours des grosses, grosses ambiances. Je me souviens, on faisait des matchs devant 700, 800 personnes, alors que c'était juste un match de coupe éliminatoire où il n'y avait pas d'enjeu parce qu'on savait qu'on allait perdre, etc. Et pourtant, c'était ça le comble, ça criait dans tous les sens. Donc oui,
Le Nord est vraiment une terre de basket. Bon, et puis bon, t'as atterri à Monaco. Bon là, Monaco, c'est pas connu pour être la plus grosse ambiance de France, hein. C'est pas le Nord. Ça, on va pas C'est se une ambiance, mentir. Il y a c'est d'autres qualités, mais voilà. ouais, en fait, il y a quand même un bon public quand même de présent. On a quand même des supporters fidèles qui répondent présents tous les week-ends. Mais oui, c'est pas le Nord. En fait, il y a tellement de choses à faire à Monaco le soir, surtout le samedi soir, que du coup, c'est un peu compliqué Non mais de d'avoir tout le monde. toute façon, ça concerne, enfin là on parle du basket féminin, mais on le voit même à l'échelle de l'équipe masculine de football, hein. Enfin c'est triste de voir une équipe en Oui, Ligue des Champions c'est qui a ça. pas beaucoup de public, quoi. C'est On voit vraiment la team hein, sur certains matchs de Betclic, c'est pas ça le et, comble non plus. et puis Alors les que basketteurs aussi, hein. Ouais, c'est c'est vrai. ça, alors que quand c'est l'inverse, quand c'est Monaco qui se déplace, ce week-end à Chalon, par exemple, c'était blindé de chez blindé. Bien, Donc, bien sûr. Bien sûr. Alors, toi, en plus, alors, tu fais partie d'un club, c'est une association, hein, c'est pas le club de ouais, Monaco. C'est ça. À Monaco, il y a deux clubs, c'est vraiment deux entités différentes. Il y a l'ASM, donc l'association, enfin, c'est Monaco Basket Garçon, et il y a le MBA, Monaco Basket Association, où là, c'est filles à 100%. Ouais, ouais, donc ça, clairement, ça c'est ton club du coup. Bon, vous avez plutôt une bonne équipe hein, d'ailleurs, hein, sur le papier. Quand je vois une ancienne internationale italienne, voilà, Monster Vinou, c'est quand même, enfin, c'est des noms connus, Oui, hein, euh, on a eu un gros recrutement cet été, aussi bien joueuses que staff. Après, il y a eu également de très bonnes jeunes, comme Ilona Atta, par exemple. Elle est vraiment impressionnante, cette fille-là. Très, très forte. c'est la petite meneuse, c'est ça? Comment? C'est la petite meneuse, c'est ça? Non, elle est plus poste 3. Poste 3, Ilona, d'accord. Ok, Ilona Attab. ok. Et tu verras sur les matchs, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Donc ouais, on a eu un gros recrutement. Après, bah, qui dit gros recrutement dit beaucoup de nouvelles joueuses. Donc du coup, forcément, il faut que le temps, Ouais. comme on dit, que la maillot prenne. Donc c'est ce qui s'est passé. Bon, on l'a vu, la première partie de saison un petit peu délicate, un peu compliquée. Puis une fois que c'est parti, bah, voilà, on a fait 5 ou 6 victoires de suite. Voilà, on a été un petit peu dans un trou avec 2 défaites consécutives, mais là on est reparti sur une victoire. Ce week-end, on joue l'INSEP. Donc on va essayer de relancer la machine sur une série de victoires pour se maintenir déjà parce que le maintien n'est toujours pas assuré parce que la poule est très homogène cette Ouais. année. Tout le monde peut battre tout le monde, clairement. On voit Nice qui va battre Voiron à Voiron et la semaine d'après qui perd chez elle, etc. Donc c'est vraiment une poule qui est très homogène. Mais pour l'instant, le maintien n'est pas encore assuré. Donc on va tout faire pour. Et puis bah, après, viser les playoffs quand même. Bon, on va justement évoquer voilà, ce début de saison parce que bon, forcément tu intègres un championnat exigeant, tu en parlais, et forcément on s'interroge sur voilà, tes aptitudes et puis surtout sur tes stats, clairement. Tu fais face vraiment on pourrait dire, tu me dis hein, si je me trompe, mais il y a clairement des torrents d'insultes sur les terrains de basket quand tu te déplaces, même quand tu reçois des équipes, ça a été le cas. Voilà, ça a été très compliqué pour toi et tu veux évoquer ce que tu vis aussi sur le terrain, parce que c'est pas forcément évident. Bon, tu es une joueuse trans genre, je le disais, tu es la meilleure joueuse en termes de statistiques, etc. Comment tu vis ça en fait aujourd'hui? Alors, comment je vis ça? Je t'avoue que déjà, pour partir par rapport à l'année dernière, forcément, quand c'est déjà une année de test l'année dernière, quand je parle de test, déjà test niveau, parce que enfin, à voir si j'avais le niveau N1, et également au niveau adaptation du public, de certaines salles, certaines ambiances, et pour pas que ça affecte mon jeu. Donc déjà l'année dernière, je me suis préparé à ça. Donc j'avais un prépa mental l'année dernière plus avec le staff, les coachs, les joueuses avec qui on discutait beaucoup par rapport à tout ce qui pouvait se passer et à l'environnement. Et cette année, forcément, qui dit Ligue 2, dit que c'est une ligue professionnelle. L'année dernière, chez les filles en NF1, on n'est pas reconnu comme professionnel. Par rapport aux garçons où N1, c'est reconnu. Chez les filles, on n'y est pas. Donc là, cette année, c'est professionnel. Donc forcément, il y a, qui dit pro, il y a des enjeux qui rentrent en jeu, aussi bien financiers que résultats. On attend beaucoup plus niveau résultats. Donc du coup, oui, c'est beaucoup plus
comment dire, les ambiances sont un peu plus hostiles. Et encore, enfin, en fait, ça dépend des salles. Il y a des salles où ça va très bien se passer, ce que j'arrête pas de dire. Mm. Par exemple, je parle de Mondeville, une salle où ça s'est très bien passé. Le public, après, est venu me voir. Félicitations, Julie. Public de connaisseurs à Mondeville, d'ailleurs, hein. C'est ça. En fait, je viens de dire le mot. Ce qui se passe, c'est je prends beaucoup de vagues de haine, d'insultes, ce genre de choses. C'est souvent par des personnes qui connaissent pas ou très peu le basket. C'est juste qu'ils ont vu quelque chose, entendu quelque chose, et du coup, ils répètent ce que tout le monde dit, ce que tout le monde sous-entend, sans forcément connaître le basket. Quand il y a des personnes qui connaissent le basket, qui font des analyses des matchs, aussi bien de notre équipe que de leur équipe contre qui je joue, bah, ils disent que oui, ok, Julie a fait des stats, mais si elle fait des stats, c'est parce que derrière, on la laisse jouer, dans le sens où on la laisse jouer, on ne va pas au rebond par rapport à elle, etc. C'est plus ce genre de choses. C'est pas je domine. Comment expliquer? Ouais, en gros, moi, c'est vrai que tu as un physique aussi qui te permet de bien te positionner, mais en fait, toi, tu as une capacité d'anticipation, notamment. Je parle au rebond, notamment. C'est là où tu fais des stats les plus impressionnantes. D'ailleurs, des fois, tu captes des 25 rebonds. Enfin, c'est assez impressionnant, hein. Je me souviens contre l'une des meilleures équipes Montbrison, tu dépasses les 30 points, tu dépasses les 20 rebonds. Et je me souviens que Corinne Benintendi, qui a parlé après sur les réseaux sociaux, t'a pas forcément ciblé toi, à cibler aussi la façon dont on arbitre ton profil. C'est vrai que parfois, les arbitres aussi changent leur façon de sanctionner. Il y a plus de fautes qui sont sifflées par certains, etc. Voilà, donc c'est vrai que c'est surtout sur le rebond où tu as une capacité d'anticipation. Bah, en fait, alors, je reprends un point important ce que tu viens de dire. Mon physique, de toute façon, je pense qu'on va développer un peu plus après, c'est quelque chose que je travaille énormément. Là, par exemple, on fait une interview et après, je vais directement aller à la muscu, alors que cet après-midi, c'est off. C'est quelque chose que je fais attention dans le sens à tout ce que je mange, tout ce que je bois. Bon, ça, on détaillera plus, mais voilà, c'est mon physique, c'est un physique que je veux avoir, que je travaille pour avoir. Si je n'irais pas à la muscu et que je ne ferais pas attention, j'aurais un physique lambda comme toute personne. Et c'est surtout qu'en fait, mon physique dérange parce que je suis sèche. Parce qu'en termes de ratio poids-taille, j'ai rien d'exceptionnel. Au contraire, c'est juste que je suis sèche. Du coup, les muscles ils sont visibles et saillants et basta. Ok. Concernant le sens du rebond, oui, parce que le poste 5, c'est un poste que je découvre. Ça fait seulement depuis que je joue en féminin que je joue poste 5. Avant, je jouais poste 3, donc du coup, rien à voir. Mais depuis que je joue poste 5, j'apprends énormément sur ce poste, à regarder beaucoup de vidéos, beaucoup d'analyses, et sur justement comment aller au rebond de manière efficace et comment bloquer sa joueuse, aller au rebond pour, entre guillemets, être sûr de capter le rebond. C'est pas non plus des sciences exactes, il y a des rebonds que je loupe et encore heureux, mais c'est quelque chose au fait que je travaille parce qu'on attend de moi, poste 5, de prendre des rebonds. Bah, c'est normal que j'essaye d'anticiper, d'avoir le plus possible de rebonds pour aider mon équipe aussi bien en défense qu'en attaque pour remettre directement ou pour éviter que l'équipe adverse ait une deuxième chance. Concernant les fautes qui sont sifflées, en fait, j'ai envie de dire, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est même pas, j'ai envie de dire, c'est pareil pour tout le monde. Les arbitres, on le sait, ils vont toujours dans le sens du jeu. Mhm. Quand il y a une équipe qui domine, qui va dans le bon sens, les arbitres ont tendance à mieux siffler ou plus siffler par rapport à cette équipe que l'équipe qui est un peu dans le down. Et ça, c'est un fait, ça existe depuis tout le temps, aussi bien en amateur, en département qu'en pro, Bien sûr. filles ou garçons confondus. Donc en fait, c'est juste ça. Et encore, si on regarde bien les matchs, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des commentaires qui le disent et qu'on m'envoie, et du coup, je peux me permettre de le dire, c'est les arbitres, ils laissent jouer énormément quand même sur moi. Ici, vraiment, les fautes où, au bout d'un moment, il n'y a pas trop le choix que de siffler, quoi. Quand tu es griffé de tous les côtés et que tu saignes de partout, ils vont t'obliger de siffler un petit peu pour dire, bon, on va se calmer un petit peu quand même. Mais sinon, j'ai pas plus de fautes sifflés qui sont pas où il n'y a pas faute, au fait. Mhm. Si tu regardes les fautes, à chaque fois, je me prends une main dans la figure, je me fais accrocher le maillot, tirer à la taille. Bah, c'est des fautes de basket, quoi. Bien sûr. Et toi, donc, pour te présenter aussi, parce que les gens ils connaissent pas forcément voilà, ta taille et puis ton poids, tu fais à peu près 1,90 m, c'est ça? Je fais 1,91 m 1,91 m jusqu'à aujourd'hui. Après, je vais commencer à rapetisser, hein. ok. Et 88 kilos, c'est ça environ? Ouais,
J'oscille à un petit 80, entre 86 et 87,5. Ça Ok. dépend des jours. Mais bon, on va dire 87, hein, on va dire 87 pour faire une moyenne. Donc, si tu fais rapport taille-poids, c'est pas un phénomène Oui, exceptionnel, quoi. il y a beaucoup de joueuses qui sont quasiment de la même taille, hein. Bah, d'ailleurs, C'est ça. les meilleures joueuses du championnat de LF2, généralement, c'est des joueuses C'est de les très grande pivots. taille. C'est des C'est ça. pivots. Il y a eu Kendall Cooper, notamment, qui jouait à Montbrison. C'est ça. Et cette année, tu regardes, si on suit vraiment, si on parle que de stade pur, les meilleures évaluations, c'est sur les 10 premières, il doit y avoir 8 ou 9 Ouais, intérieurs. c'est ça, c'est Ah, ça. c'est quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, et des intérieurs qui font ma taille. Et quand tu regardes en vidéo ou en photo, bah, niveau poids, on se ressemble, quoi, hein. C'est Hmm. juste que moi, je suis plus musclé parce que j'aime avoir ce physique musclé qui ne correspond pas forcément à toutes les filles. Et ça se comprend aussi. Hmm. Et qu'est-ce que tu réponds justement à ces joueuses qui disent que en fait, voilà, dans tes gènes, tu peux prendre beaucoup plus de muscles, donc forcément tu en imposes un peu plus, et donc forcément tu as un avantage physique. Alors, c'est complètement faux, dans le sens où pour prendre du muscle, c'est la testostérone qui prend le relais. Ça, je pense que j'apprends rien à personne par rapport à ça. Aujourd'hui, mon taux de testostérone, parce que c'est surtout ça qui fait aussi beaucoup parler, bah, j'ai plus de testo dans le corps, dans le sens où une fille cisgenre, donc une fille qui est née fille, aura plus de testostérone dans le corps que moi. Parce que mon traitement a fait que, traitement et opération que j'ai pu subir ont fait qu'aujourd'hui, j'ai un taux qui est à 0,2, 0,3, alors que la moyenne pour une femme, c'est 0,5 au minimum. Ok. Donc, tu vois que déjà en dessous du minimum, et sachant que quand tu es sportive, tu as forcément un petit peu plus qui se produit. Donc, du coup, bah, la réponse de pourquoi je suis plus musclé, bah, parce que je vais 3 4 fois à la salle par semaine. Ok. C'est simple que ça. Ok. Et c'est vrai que toi, ton changement d'identité, il s'est fait parce que en fait, tu dis souvent dans les interviews, tu dis en fait que tu t'es toujours senti femme, en fait, c'est ça? Oui, oui. En fait, quand j'ai commencé le basket, donc 5 6 ans, au même âge, alors j'ai su qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas. Sauf que à l'époque, hein, donc je suis né en 92, donc fin 90, début 2000, il n'y avait pas encore Internet. Et puis à 5 6 ans, de toute façon, j'ai pas trop accès à Internet. Du coup, je savais pas ce que c'était, ce qu'il y avait, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai pu vraiment mettre un mot sur ma transidentité à l'âge de mes 12 13 ans, plus ou moins, là où Internet a commencé à se développer, là où j'ai pu commencer à avoir accès à un PC et à Internet. Et donc voilà. Et donc, qu'est-ce qui a été la bascule pour toi? Parce que tu le fais assez tard finalement. Ce qui a été la bascule pour moi, bah, en fait, c'est quand, comme je viens de te le dire, j'ai su à 5 6 ans que j'étais trans sans le savoir. J'ai pu vraiment le définir à mes 12 13 ans. Quand pendant, tu fais le calcul, pendant plus de 20 ans de ta vie, 25 ans de ta vie, tu vis pour les autres, pour faire plaisir aux autres, pour correspondre à une norme de la société, parce qu'on t'a dit, t'es né garçon et du coup, t'es un garçon et t'as tout ce qui est pour être un garçon. Sauf que ben, moi, ce que je ressentais, mes sentiments, mon cerveau, ce que je pouvais voir dans un miroir, ressentir, il n'y avait rien du tout qui me correspondait par rapport à tout ce qu'on m'inculquait. C'était pas ce que moi j'aimais, ce que je voulais. Et donc du coup, au bout d'un moment, quand tu fais plusieurs, ce qu'on appelle crise de dysphorie de genre, c'est quand on fait plusieurs et du coup que tu fais tout autant de choses possibles pour montrer aux autres que bah non, non, t'es bien un garçon parce qu'il faut que tu prouves à tout le monde que t'es un garçon, sauf qu'au bout d'un moment, bah, tu n'y arrives plus. Donc j'étais arrivé, alors je vais parler très crûment, mais c'est la vérité. En fait, j'ai me restait deux choix. Soit je faisais mon CO et je vivais enfin pour moi, ou soit bah, j'étais plus là. Ah oui. Voilà. J'en avais, pour moi, j'avais plus d'autres alternatives, en fait. Donc, T'as fait une tentative de suicide? non, ça, c'est des choses que je préfère pas parler par rapport au net, etc. Bien sûr. Mais c'est quelque chose où, voilà, dans ma tête, c'était soit tu fais ton CO, soit tu as hâte de faire semblant et puis il y a pas 36 solutions au bout d'un moment. Hmm. Donc, du coup, En fait, tu as beaucoup souffert quoi, de tout ça, quoi.
C'était très compliqué, honnêtement, de vivre. Alors, j'ai eu des moments où j'étais heureuse, quand même. Je ne vais pas mentir en disant que j'ai toute ma vie été malheureuse. J'ai eu des moments où j'étais très, très heureuse, très joyeuse. Mais si tu prends l'ensemble de ma vie avant mon CO, ouais, voilà. C'était pas la joie tous les jours et faire semblant tout le temps, c'est très compliqué. C'est Mm. vraiment très compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis pour moi, je vis ma vie et il n'y a plus personne qui pourra me dire de comment vivre, en fait, parce que j'ai trop vécu pour les autres pendant trop longtemps et aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc là, clairement, aujourd'hui, tu vis quelque chose de fort, enfin sportivement parlant en tout cas, il se passe quelque chose quand même à Monaco. Tu fais des grosses perfs, tu es mise en lumière aussi par rapport à tes perfs. Et puis j'ai envie de dire par rapport, on en a beaucoup parlé dans des articles aussi, je vais juste resituer un peu les choses par rapport à ton profil, c'est que pour l'instant, la Fédé, elle ne tranche, enfin, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de décision qui est prise par rapport à tes profils, à ton profil. J'ai pu lire notamment que tu as pu obtenir une licence, enfin, facilement. Le changement de genre a été confirmé par les papiers d'identité. C'est le principal document d'ailleurs qui fait qu'aujourd'hui tu peux jouer dans ce championnat. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune, comment dire, il n'y a aucune condition pour dire que tu ne peux pas jouer à ce niveau-là. Et La Fédé, elle est très claire là-dessus. c'est ça, en fait, tout le monde dit que la Fédé doit statuer et prendre une décision, sauf que bah, la Fédé, la FFVB l'a fait, du fait que je puisse jouer. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de plus? Aucune idée pour le coup, ou alors peut-être l'inverse, en nous interdisant de jouer. Mais aujourd'hui, pour la Fédé, pour la FFVB, c'est très clair. En fait, la FIBA, euh, pour les personnes trans, aussi bien hommes que femmes, dit chaque Fédé, vous débrouillez entre guillemets avec les personnes trans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. La FFVB se veut très inclusif et alliée, en étant inclusive et tolérante. Pour elle, c'est la carte d'identité qui fait foi. J'aurais pu faire ma transition et avoir sur ma carte d'identité un M, j'aurais pas pu jouer avec les filles parce que ma carte Ok. d'identité n'a pas été changée. Ça, il faut être clair dessus. Moi, ma carte d'identité a été changée, sauf que la Fédé, c'est ce qu'il faut faire pour changer le fameux M en F. Il faut aller en mairie, remplir un dossier, donner des pièces médicales, administratives et tout ce qui va avec. De là, une fois que ça c'est fait, ton prénom est changé. Et ensuite, il faut que tu ailles au tribunal. Au tribunal où c'est conseillé de prendre un avocat, tu donnes à nouveau tout un tas de papiers médicaux, administratifs, et tu vas clairement en séance. Donc, je me suis retrouvé en séance, debout, à la barre, avec mon avocate à côté, Ah oui. devant 8 personnes devant, qui me posaient tout un tas de questions les plus intrusives et tout ce que tu veux Ouais. sur ma vie passée, sur ma vie à venir. Et de là, en fonction de ce que tu réponds, ils peuvent te dire oui, comme ça a été mon cas pour changer mon genre, ou non, on n'est pas satisfait, c'est pas satisfaisant, on revient dans 6 mois, un an, 2 ans, et on réévaluera le dossier. Donc en fait, pour changer le genre, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, ça se fait pas du jour au lendemain, et il faut fournir vraiment tout un tas de preuves, de documents, et surtout, bah, la séance, c'est quand même un moment qui était assez violent quand même, il faut dire ce que le mot, où tu es à la barre, littéralement, j'ai l'impression d'avoir commis un crime en fait. Tu te dis, ouais, qu'est-ce que j'ai tué qui, j'ai volé quoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est des inconnus, des parfaits inconnus qui jugent ta vie et savoir si ta vie est valable en fait. Hmm. Ouais, ça crée, ouais, je pensais pas à ce point-là quand même, hein. Si. Ça a été Donc, un sacré parcours du combattant, en fait. c'est exactement ça. C'est vrai. Alors même si ça a été un peu plus simplifié ces dernières années, ça reste un parcours du combattant, ça reste un parcours qui est quand même très complexe, humiliant aussi, dans une certaine façon, une manière, parce que les documents que tu dois fournir, ou les réponses que tu dois donner, c'est pas forcément des réponses que tu as envie de partager avec des inconnus. Ça, c'est pareil, tout le monde te répondrait ça.
Donc voilà, et ça, la FFVB on est consciente. Et Oui, donc c'est pour ça que pour elle, ok, on peut lui reprocher d'avoir mis juste 3 lignes, c'est la carte d'identité qui fait foi, mais en fait, ces 3 lignes-là veulent dire tellement de choses quand tu connais le sujet transgenre. Donc c'est aussi pour ça, tu vois, que j'essaye de répondre assez souvent aux demandes d'interview. Je reviens un peu sur le début d'interview, parce que toi, toi-même, tu viens de me dire que tu ne savais pas. bien sûr. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important de savoir que pour changer sa CI, ça ne se fait pas comme ça. C'est vraiment un long processus. Alors, pour poursuivre un peu par rapport à la fédération, c'est vrai que là, ils sont en train de voir peut-être sur trois plans, notamment médical, éthique et réglementaire, voilà, ce qui peut être fait, est-ce qu'il peut y avoir un règlement particulier? Enfin, on n'en est pas à ce point-là pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a encore des discussions en cours, Oui, parce que tu n'es pas la seule dans le championnat de LF2 à être transgenre. Il y a aussi Aurore Potou qui joue à la tranche Mélan. Voilà, qui est là depuis très longtemps d'ailleurs, qui est là depuis 4 ans ou 5 ans, je crois, dans ce ouais, championnat. c'est ça. Donc c'est pareil, elle a vécu également cette vague de haine, parce qu'on parle de haine en tribune, mais ça se passe aussi sur le terrain. Alors, Il y a eu des choses sur le terrain qui t'ont affecté? sur le terrain, il n'y a pas, comment dire, avec les joueuses, c'est vraiment basket. Alors comment expliquer pour pas que ce soit mal compris, parce que c'est euh, c'est vraiment de l'adversité basket. Oui, Et oui. ça reste là. Ça va être des coups, des mots, c'est du trash, du Ouais, trash trash talk, ouais. talk, et le truc. Ça reste du basket. C'est clairement, ça va pas au-delà de ça. Une fois que le match est fini, euh, petite accolade, good game, bien joué, gros match, etc. Et même après les matchs, dans les salles où ça se passe pas forcément bien, les filles envoient des messages en disant on est désolé de ce qui s'est passé dans le public, nous on ne cautionne pas, on a kiffé jouer contre toi, etc., etc. Donc voilà. Après, oui, il y a certains coachs qui aiment bien un peu chahuter, et qui ont un peu la réputation pour ça, qui aiment bien un peu chahuter en disant quelques petits mots gentillés à l'oreille. Enfin, c'est ironique, bien sûr, mais encore une fois, les personnes qui font le basket, ça reste assez fair-play tout de même, même si des fois on est vraiment à la limite. On aime bien flirter avec cette zone rouge, mais ça va. Franchement, j'ai pas trop à me plaindre par rapport sur le terrain en lui-même. Et est-ce que dans des salles, ça a été chaud par contre? Est-ce qu'il y a un moment donné, tu as craint pour ton intégrité physique? Voilà, est-ce on t'a menacé? Alors, tu reçois des menaces de mort hein, en dehors des salles, hein, bien sûr, mais voilà, tu crains, t'as peur de ça? Alors, intégrité physique, non, jusqu'à présent, ça a toujours resté à la parole et j'espère que ça restera à la parole. Après, malheureusement, quand on voit l'actualité, on ne sait jamais ce qui peut se Ouais. passer. Donc, il y a aussi ça auquel en fait, j'ai réfléchi sans trop y réfléchir quand je rentre dans les salles. Mais après, c'est plutôt vraiment des mots. Il y a une salle où, tout ça, encore une fois, c'est pas un secret à Voiron. Là, c'était le troisième match de la saison, quelque chose comme ça. Ouais, c'est la troisième match de la saison, on se déplace à Voiron. Et là, ouais, c'était quelque chose. Alors déjà l'année dernière, j'ai vu des trucs où du coup, forcément, ton cerveau il s'adapte, il se prépare et tu n'arrives plus à ne plus entendre ou plus à faire en sorte que ça t'infecte plus. Et là, ouais, c'est à Voiron, c'était très chaud. J'avais la stéréo des deux côtés du terrain et ça n'a pas arrêté du tout de 40 minutes et même avant, pendant l'échauffement. Ah oui. Bah, Voilà. j'ai déjà entendu parler de Voiron aussi pour des supporters adverses également. Mais tu vois, à côté de ça, pendant le match, j'ai eu donc le public voironnais qui est allé bien comme il faut. Mais à la fin du match, sur mon Insta, j'ai les mêmes personnes, enfin les mêmes personnes, le même public en tout cas de Voiron. Certaines personnes sont venues présenter leurs excuses en disant nous, on ne cautionne pas du tout ce genre de choses. On est là pour le basket. C'est un très beau match qu'on a vu ce soir. Tu as bien joué, tu as bien défendu, tu as bien attaqué. Voilà, donc en fait, là, au sein même du même club, des mêmes clubs de supporters, j'ai les deux extrêmes. Donc au final, c'est pour ça que j'essaye vraiment de relativiser le plus possible par rapport à tout ça, même si sur le moment, ouais, certains mots, certaines phrases sont un peu compliquées à entendre parce que au-delà d'être joueuse professionnelle, au-delà d'être joueuse professionnelle et transgenre, je reste avant tout humaine. Donc au bout d'un moment,
il y a quand même le cœur et le cerveau qui est présent et qui dit: «Waouh, c'est quand même fort ça, des fois, quoi». Alors justement, c'est très important ce que tu dis parce que à travers ce podcast que l'on fait ensemble, Julie, c'est aussi, tu es un peu le porte-parole d'une jeunesse qui peut-être est en train de se chercher aussi. C'est pour ça que tu ouvres, tu le dis, hein, j'ouvre mon Instagram à tout le monde par exemple, parce que j'ai besoin voilà, il y a des jeunes qui ont besoin d'échanger, voir un peu comment ils peuvent, comment ils voient les choses et cetera. Quels sont, justement, ça te plaît d'être un petit peu le porte-parole de ça? Est-ce que tu reçois beaucoup de messages dans ce sens-là? Alors, est-ce que ça me plaît? Non, j'en tire pas de gloire ou de satisfaction. Vraiment, c'est pas je cherche pas à me mettre, en avant ou plus que ça. C'est juste que, j'ai vécu cette situation-là, dans le sens où, quand j'étais jeune, je me cherchais, je voulais comprendre, et je voulais trouver, quelqu'un avec qui discuter et j'avais pas forcément de personne avec qui discuter. Donc c'est pour ça que mon Insta est ouvert pour essayer de répondre, aux personnes qui en ont besoin. C'est plus dans ce sens-là que on me parle d'égérie ou de ce genre de choses, en fait. Alors oui, indirectement, mais c'est pas quelque chose que je recherche. Mmh. C'est vraiment, moi je reste très terre à terre, j'ai les pieds sur terre. Je sais que tout ça, c'est éphémère, le basket, à ce niveau-là, je parle, il va durer, 5-10 ans si j'ai de la chance. Donc c'est 5-10 ans dans une vie, c'est rien du tout. Donc je me prends vraiment pas la tête par rapport à tout ça. Mais par contre, ma transidentité, elle, dans 5-10 ans, elle sera toujours présente. Mmh. Donc les personnes trans dans 5-10 ans seront toujours présents et on aura toujours besoin de se soutenir mutuellement, d'avancer ensemble. Et est-ce que j'ai beaucoup de messages? Oui. Il y a aussi bien du message de personnes cisgenres qui veulent comprendre, ou alors qu'ils ont des amis, de la famille, des enfants qui sont en questionnement, ou alors des personnes trans qui sont en questionnement, ou qui ne savent pas s'ils sont trans justement, et qui veulent comprendre, voir mon point de vue sur ce que moi j'ai pu ressentir, voir s'ils ressentent la même chose. Et pour essayer de dire: «Bah oui, je suis plutôt trans» ou «Non, je suis pas du tout et c'est clairement autre chose», Mmh. Donc là, ouais, c'est beaucoup de jeunes, les très jeunes? Non, 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 vraiment, j'ai tout âge, j'ai tout âge. Très jeune, non, j'ai pas. Très jeune, j'ai pas, parce que j'ai pas forcément cette, tu sais, les réseaux, il y a quand même un peu alors le mot influenceur n'est pas bien choisi, mais Ouais, c'est des personnes qui ont une certaine, ouais, qu'il y a notoriété. un certain public, tu Ouais. vois? Il y a des sur Insta, il va y avoir, des personnes qui vont avoir plus un public, jeune, moins jeune ou et cetera. Moi, mon public, il est plus quand même, 18-20 ans jusque, 50, 60, 80 ans. OK. Donc j'ai vraiment tous les âges, mais très jeunes. Non, j'ai pas d'adolescents qui viennent me parler ou alors très, très, très peu Et et est-ce qu'il y a des adolescents qui ont un peu le même profil que toi justement, qui sont des basketteurs, qui se posent des questions, quelques-uns, ouais, quelques-uns qui se posent des questions par rapport à qui ils sont, mais on n'est même pas forcément sur leur orientation, sur l'identité de genre, pardon, on est plus sur l'orientation sexuelle. Donc c'est encore, parce que c'est pareil, être gay, dans le milieu sportif, c'est aussi, aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert, Ouais, toléré, mais ça reste quand même très compliqué aussi de pouvoir vivre, ça on le voit, il a juste à regarder les infos, pour comprendre que c'est encore compliqué, quoi. bien sûr, bien sûr. Bon, ben, écoute, Julie, c'était vraiment, très intéressant de pouvoir échanger avec toi parce que c'est vrai qu'on sent que ce besoin de parler et ce besoin d'expliquer les choses, c'est très important. Il faut arrêter ces préjugés. Clairement, toi, ton mot, c'est, «Je veux parler des préjugés transphobes et je veux militer pour l'inclusion». Voilà, toi, c'est vraiment ton fil rouge aujourd'hui. Ouais, c'est ça, en fait, alors d'une certaine manière, oui, c'est du militantisme, même si je suis pas forcément, militante, ouverte et à aller dans la rue et tout ce qu'on peut entendre avec le mot militante. Mais oui, d'une certaine façon, oui, ce que je fais, c'est du militantisme. Mais surtout, voilà, mes intentions quand je prends la parole, ou aussi bien sur Insta que là en public, sur YouTube ou sur papier, c'est vraiment d'essayer de faire
comprendre que la transidentité, on fait pas ça juste pour devenir joueuse pro de basket ou tout autre sport. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas que dans le basket où on peut ressentir. Par exemple, un truc tout bête, j'ai pas le droit de jouer aux échecs, tu vois. Ah oui, d'accord. Alors, faut qu'on m'explique du coup le On t'a basket. dit clairement, c'est interdit ça. Ah oui, non, mais dans le règlement, les meufs trans, on n'a pas le droit de jouer aux échecs. Ok. Comme conduire les voitures téléguidées, là. Mhm. Bah, j'ai pas le droit de faire les compétitions. Tu vois. Ok. Ok. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il y a. Tout est mélangé, il y a beaucoup d'amalgames, de mélanges, et c'est pour ça que j'essaye de débunker un peu tout ça. Alors, je sais qui, je suis personne pour faire ça, mais dans l'idée, si j'arrive à faire comprendre à une ou deux personnes, qui elles-mêmes à faire comprendre à une ou deux personnes, qui est les mêmes, qui est elles-mêmes, qui est elles-mêmes, bah, au final, à la fin, ça fait une centaine de personnes qui comprennent, et peut-être que d'ici 5-10 ans, on dira, bon, bah, les meufs trans, on peut leur foutre la paix, Mhm. et elles sont un peu jouées, parce que finalement, là, il y a une étude récente qui vient de sortir. Je t'ai vu passer ce matin. J'ai pas le temps de la lire au complet, mais c'est une étude qui est sortie en Angleterre, qui dit que justement, il y a eu 3000 ou 5000 personnes en compétition, meufs trans, mecs trans, meufs cis et mecs cis, et qui ressort que finalement, les meufs trans, on n'a pas plus d'avantages, même moins d'avantages finalement qu'une meuf cis. Ouais, Donc voilà, tu perds un peu en cardio, c'est ça? je perds un peu en tout, je perds énormément en cardio, je perds en puissance, en volume, en masse musculaire, je perds en capacité de saut. Alors oui, je peux dunker, mais parce que je m'entraîne à la salle, parce que moi je kiffe dunker, donc quand j'ai repris le basket, là, je touchais à peine le filet, quoi. Donc, donc voilà, c'est des choses où c'est de l'entraînement. Tu vois, je reprends par rapport à ma taille. Là, j'ai une coéquipière qui commence à dunker. Bon, elle s'est blessée, du coup, maintenant, elle a cette peur de dunker, mais qui, dans ma taille, qui dunkait. Donc, en fait, une meuf qui dunk, c'est pas non plus. Ah, les filles, ça y est, hein, elles dunk, hein. Oui, donc c'est pour ça, mais c'est parce qu'on dit oui, tu sautes plus haut pour les rebonds, mais c'est parce que je saute plus haut parce que je vais à la salle, je fais les exercices qu'il faut pour sauter plus haut. C'est pas, je fais de la muscu, ok, pour avoir un corps, mais je fais aussi de la muscu pratique pour pouvoir m'entraîner, enfin, qui soit en adéquation avec mon sport. Ça fait pas, D'ailleurs, chez les Françaises, il y a Alicia Tournebis, par exemple, qui jouait à Bourges notamment, qui est c'est ça, partie en NCAA, qui sait dunker. Dominique Malonga également, qui fait c'est quasiment 2 ça. mètres de haut. Euh, Donc, le cas récemment, là. voilà, donc il y a eu à une époque, il y a eu Liza Leslie, la pivot exceptionnelle américaine, hein, qui était une icône dans le basket mondial. Donc voilà, enfin clairement, oui, tu n'es pas Oui, tu n'es pas la non, seule. c'est ça, je suis pas la seule. C'est juste que je suis peut-être la seule de Ligue 2, et encore, on ne sait pas ce qui se passe aux entraînements dans les autres équipes. Hein, ça. Et voilà, enfin, on perd énormément, le traitement fait perdre énormément. Plus, moi, je me suis fait opérer des cordes vocales, donc c'est pour ça que j'ai la voix qui est cassée et que j'ai pas du tout de puissance vocale. Mais du coup, je perds encore plus en capacité respiratoire et de récupération. Donc, plus à ça, on parle de lui, du coup, tu as les os d'un homme. Alors, peut-être avant, mais avec le traitement, non, puisque le traitement affaiblit la densité osseuse. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Je suis plus sujette à l'ostéoporose, pardon, et toute autre maladie de type cancer etc. Donc voilà, c'est pas juste, encore une fois, je le redis, on fait pas une transition pour venir jouer à Monaco Ouais. et jouer professionnel alors que derrière, tu as toute ta vie personnelle comme professionnelle, toute ta vie sociale et tout ton corps, tout le côté médical qui est énormément impacté pour une transition, quoi. Ouais, ouais, et ton traitement est lourd, hein, alors sans en détailler les choses, mais clairement, c'est tous les jours, voilà, C'est c'est ça, en fait, on peut détailler, ça me dérange pas d'en parler. C'est quelque chose, c'est simple. Avant, j'ai de la testostérone dans le corps et très peu d'oestrogène. Et ben aujourd'hui, j'ai beaucoup d'oestrogène et très peu de testostérone. Bon, ça, voilà. Et du coup, c'est un traitement que je prends au quotidien, plusieurs fois par jour. Et ça, ce sera jusqu'à ma mort. C'est OK. pas, c'est pas le temps du basket et après j'arrête. C'est comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça. Je joue 10 ans. Dans 10 ans et un jour, je devrais encore prendre mon traitement. Donc, Et est-ce que tu es ambitieuse, justement? Est-ce que tu te vois jouer en
en LFB, parce que là, bon, sans trahir de secret, on va pas en parler, hein, ça sera une parenthèse évidemment. On sait très bien que le championnat de LF2, les joueuses, là, elles sont sollicitées, enfin, elles ont déjà été sollicitées. Les transferts se font très très tôt dans la saison. Voilà. Est-ce que clairement, la LFB, c'est un objectif pour toi? Oui, je vais pas le mentir. À terme, j'aimerais jouer en LFB. Ça, c'est pas un secret, je le redis. Après, c'est pas non plus quelque chose que je me fixe demain. J'aimerais y aller parce que j'aime me confronter à plus fort que moi, à des niveaux plus hauts, voir si j'ai le niveau pour jouer, parce que peut-être que j'aurais pas le niveau, parce que la LFB, c'est encore un autre jeu par rapport à la NF1, par rapport à la LF2. Et j'ai des ambitions, oui. En fait, je pense que c'est comme pour tout sportif ou toute sportive, c'est d'aller jouer au plus haut niveau et jouer contre les plus forts que soi. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est motivant de se dire, attends, demain, je vais défendre, faire une bêtise, mais contre Dominique Malonga, je vais tout donner pour pas qu'elle me prenne 15 rebonds sur la tête et me marque 20 points, quoi. Moi, je suis vraiment compétitrice dans ce sens-là. J'aime jouer contre plus fort que moi et c'est comme ça que tu apprends. Bien Et sûr. pour voir aussi de quoi tu es capable face aux meilleures joueuses de la ligue qui sont sélectionnés en équipe de France ou autre. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors après, quand ça se fera, Alors c'est vrai que Dominique Malonga, par exemple, elle est présentée un peu comme le phénomène du basket féminin, hein. C'est le Wembanyama au féminin. Voilà. c'est ça, ouais, bah, elle est grande, elle a la Elle court. dextérité, elle a de l'handle, elle sait courir, elle sait tirer, elle sait dunker, elle sait post-up, elle sait défendre. Donc oui, forcément, elle est très, très complète. Puis elle est jeune surtout, elle est très jeune. Donc elle a encore du potentiel. Et je À t'ai développer. même vu dans une interview, t'as parlé même de l'équipe de France. Tu n'exclus pas. Voilà. Si on t'appelle, ben forcément tu vas dire oui. Ah, alors, c'est ça, je me fixe aucune limite, vraiment. Je suis pas quelqu'un, comme je t'ai dit, en fait, aujourd'hui, je vis pour moi. Donc, il y a personne qui pourra me dire non ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est moi et moi seul. Et ben, moi seul, je me fixe aucune limite. Après, c'est pareil, je vais te poser la question. Demain, on t'appelle pour aller jouer en équipe de France, tu dis quoi? Tu vas dire oui. Ah, Je vais te co- j'y vais même en rampant, moi. Enfin, voilà, je connais personne Bien qui, sûr. qui soit sportif pro ou amateur, qui refuserait d'aller jouer, d'aller défendre son pays, représenter son pays dans n'importe quel sport, que ce soit de basket, foot, tennis ou je ne sais quoi. Tout le monde, secrètement ou pas, rêve d'aller jouer en équipe de France. Bien sûr. Alors, que je joue ou même ne faire qu'un training camp, forcément, je vais dire oui, parce que une semaine, 15 jours, un mois d'entraînement avec les meilleurs des meilleurs, niveau apprentissage, niveau expérience, c'est quelque chose qui doit être tellement fort à vivre et tellement ouf, et maintenant, en fait, c'est tellement impressionnant que voilà. Mais est-ce que ça se fera? Je ne pense pas, parce qu'il faut être aussi lucide. Je suis peut-être forte aujourd'hui, mais il y a des joueuses qui sont beaucoup plus fortes que moi, et surtout au poste 5, sont des postes 5 de métier, et qui ont un meilleur QI, un meilleur déplacement, qui sont plus jeunes. Je prends Ah, Malanga, encore une fois. ouais, pour avoir une place en équipe de France de basket féminin, c'est vrai Voilà, qu'il faut se il y batailler, hein. a, il y a du monde devant Tout à et fait. c'est complètement logique que je ne sois pas appelé. Enfin, moi, ça me choque absolument pas. Mm. C'est tellement logique. Mais parce qu'il faut remettre aussi le contexte. La Ligue 2, c'est une ligue qui est quand même bonne par rapport en France et même par rapport à l'Europe. Mais ça reste une ligue au fait, qui est jeune. C'est une ligue de formation. Il y a Mm. beaucoup de jeunes. Tu es obligé d'avoir 4 jeunes de moins de 23 dans ton équipe. L'INSEP, donc c'est une ligue quand même qui est très jeune, très formatrice. Donc, c'est pour ça qu'à voir après avec la LFB, là où c'est vraiment plus pro, voir si justement comment je répondrai sur le terrain. Bon, Ça, pour l'instant, on verra. bah écoute, on verra en tout cas. Ben, je te remercie vraiment infiniment, Julie, de nous avoir consacré ces longues minutes parce que ton témoignage est très important par rapport à tout ce qu'on dit sur toi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'articles hein, sur toi, clairement, que ce soit, il y a eu un super article de Libération que je mettrai d'ailleurs en lien. Voilà, pour te présenter aussi. Il y a BFM aussi qui a fait des reportages sur toi. Donc voilà, un grand merci d'avoir consacré ces longues minutes. Maintenant, tu vas aller te précipiter à la salle de sport si
j'ai bien compris. Bah, Pour, merci à toi, pour- c'était cool. C'est un bon moment que j'ai passé. Et ouais, ouais, là, je sais pas quelle heure il est, hein. il faut que tu y ailles, je crois. Mais en tout cas, Ouais, bah, merci infiniment. Bon courage à toi et bonne saison avec Monaco, qui vraiment fait des belles choses cette saison. Et je pense qu'on va entendre parler de vous au playoff. On en reparlera. eh ben, écoute, j'espère, on va tout faire pour, hein. C'est un objectif maintenant, on se le cache plus, hein. C'est le maintien et au-delà du maintien, les playoffs, quoi. Bon, bah, bon courage à toi en tout cas, et puis plein de bonnes choses, hein. Merci, bon courage à toi. Ciao.